Mesdames et messieurs, un grand honneur de pouvoir accueillir Madame Marine Le Pen chez nous. La France est un grand pays, c'est une grande nation. Et quand une homme-femme politique d'envergure nous rend visite, c'est toujours un honneur. Un grand merci alors pour votre visite, Madame la Présidente. Je vous dois encore un deuxième remerciement. La Hongrie, au cours des dernières années, a subi des tentations et des tentatives de crucifixion. Il y avait certains députés, il y avait certains partis au Parlement européen qui nous ont soutenus et d'autres non. Il y en a également eu qui nous ont désavoués, mais n'en parlons pas aujourd'hui, c'est une autre question. Et bien qu'avant cette occasion-là, je n'ai jamais parlé avec Madame Le Pen et surtout je ne lui ai jamais parlé de quoi que ce soit de hongrois, à chaque fois quand la Hongrie a été attaquée au Parlement européen et quand ces attaques étaient injustes, Madame Le Pen, personnellement, tout aussi bien que son parti, ont toujours soutenu la Hongrie. Ainsi comme le chef de gouvernement de la Hongrie, au nom de la Hongrie, je dis merci à Madame Marine Le Pen pour son soutien qui n'a pas qu'elle n'a pas simplement donné au gouvernement hongrois, mais à tous les Hongrois, à tout le peuple hongrois, à toute la Hongrie. Merci, Madame. Par la suite, j'aimerais vous faire part de notre négociation d'aujourd'hui. Nous avons d'abord passé en revue l'état des lieux de l'Union européenne. Nous avons constaté que nous nous trouvons devant de grands défis. En ce qui concerne la compétitivité de l'Union, il y a une baisse et que l'Union européenne n'a pas suffisamment force politique sur la scène internationale. L'Union européenne n'a pas réussi à résoudre la pression migratoire. C'est une plaie ouverte, une plaie vivante. C'est un défi constant, une charge constante. Et actuellement, au niveau de l'Union européenne, nous ne sommes pas capables non plus de contenir les prix de l'énergie. Nous avons également constaté que partout en Europe, les structures traditionnelles de partis sont en pleine transition. Dans les grands pays européens, il y a eu des élections et c'est ce qui est également une preuve pour cette transition. Nous sommes contre la constitution d'un super-État européen. C'est pourquoi nous voulons nous adapter à ces structures changeantes de partis. Et dans cette transition, nous voulons coopérer l'un avec l'autre. Avec grande tristesse, nous avons dit qu'il y a une pression idéologique jamais vue actuellement en Europe. La propagation de la migration et de la société ouverte atteint des niveaux jamais vus encore. Et la Commission est devenue de gardien des traités un centre idéologique. J'ai dit à Madame la Présidente que pour nous, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Une fois, on a déjà connu ce qu'on appelait la doctrine Brejnev. Eh bien, Brejnev et la doctrine Brejnev, ce n'est pas quelque chose que nous aimons. Qu'est-ce que cela veut dire? J'explique cela à nos amis français. C'est que encore pendant l'Union soviétique, s'il y avait un État qui déviait de l'idéologie centrale, eh bien, le camp socialiste, communiste, est devenu habilité d'intervenir, notamment dans les affaires intérieures de l'État déviant.
C'était la base d'ailleurs de l'intervention en 1968 en Tchécoslovaquie. Nous connaissons alors ce que c'est un centre idéologique qui ne reconnaît pas la pluralité d'opinions, mais qui veut nous contraindre de respecter un seul cadre idéologique. Et quand on veut en sortir, ce centre se sent habilité d'intervenir. Bien évidemment, les formes d'intervention peuvent changer. Bien évidemment, les chars soviétiques, c'était beaucoup plus brutal en intervention. Bien évidemment, mais intervention reste intervention. Et actuellement, on voit la modernisation de ce principe Brejnev que non simplement la Hongrie, mais la Pologne également expérience jour après jour. Madame Le Pen a d'énormes mérites, notamment de parler de la fédéralisation européenne, de la migration, d'élever sa voix contre cela. Son camp politique est devenu incontournable actuellement en Europe. Donc, en Hongrie, je dirais dans notre camp de droite, mais je sais qu'en français, on utilise différemment ces termes. Donc, on peut dire que le camp souverainiste est désormais incontournable dans l'échiquier européen. Et nous aussi, nous voulons, dans l'avenir de l'Europe, une union basée sur les États-nations. Nous avons également parlé de la coopération. Nous pensons que ce qui est à la droite de la gauche européenne, nommons ça la droite, doit être refaite, reconstituée. Et cela peut se faire que grâce à des coopérations. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse parce que de nouveau, nous sommes devenus célibataires européens, nous, étant donné que dans le PPE, on ne pouvait plus y rester. À tel point, le mainstream idéologique de gauche a pris la place dans le PPE. Nous ne pouvons plus y rester. C'est pourquoi c'est dans notre intérêt de refonder notre politique et d'aller dans le sens d'un regroupement nouveau. Nous avons déjà jeté les bases en été. 15 partis européens, Fidesz et le Rassemblement national également, ont signé un document déclaratif. Et ça, c'est la base de toute autre coopération. C'est un document très important. C'était avec ce document que nous avons brisé la glace. Dans une seule déclaration, nous avons pu lister ce que nous voulons. C'est depuis ce moment-là que nous construisons notre coopération et notre rencontre aujourd'hui, c'est une étape importante dans ce sens. Et j'espère que ce processus va être de plus en plus rapide, va s'accélérer. Nous avons également discuté du fait que notre ami Salvini en Italie, il fait partie, il doit faire face à une injustice judiciaire. En Hongrie, nous avons toujours dit que Salvini était notre héros, qui en tant que ministre de l'Intérieur a réussi à prouver qu'il était possible de stopper la migration même sur la mer. Et nous sommes convaincus que quelqu'un comme M. Salvini doit être respecté en Europe et non pas jeté devant les lions. Nous sommes alors solidaires vis-à-vis du président Salvini. Merci de votre attention. Monsieur le Premier ministre, merci. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à Madame Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, c'est le propre des nations millénaires que d'être fidèles à leur histoire. La Hongrie de 2021, sous votre conduite, Monsieur le Premier ministre, se place une nouvelle fois et conformément à sa vocation multiséculaire à la pointe du combat pour la liberté des peuples. Ce combat si essentiel dans un monde en proie aux tentations totalitaires, ce combat sans lequel il n'y a pas de liberté des personnes. Le combat que vous menez, Monsieur le Premier ministre, avec courage et détermination, prend une résonance particulière sur cette terre hongroise, terre de résistance à l'oppression et à l'occupation, cette terre inflexible face à la soumission, cette terre héroïque
pétrie du sang de tant de héros de la liberté. En ce mois d'octobre, le moment comme les circonstances ne peuvent que nous inspirer une pensée émue pour les héros du soulèvement de 1956 auxquels j'ai rendu hommage hier, devant lesquels nous nous inclinons avec respect. Nous, Français, qui avons le mot « liberté » dans notre devise nationale, nous mesurons que ce mot, parmi les plus beaux de la langue des hommes, signifie ici. Nous savons que l'histoire de votre belle nation fut une lutte incessante pour la liberté. Nous savons aussi que l'Europe, la vraie Europe, est indissociable de l'idée de liberté qui est le socle de notre civilisation. C'est par l'idée de liberté que cette civilisation européenne a fait éclore le génie propre de nos peuples, a fait de nous ce que nous sommes, a vu naître les hommes qui ont découvert le monde. C'est cette civilisation si brillante et si rayonnante aux racines helléniques, romaines et chrétiennes que nous entendons protéger. L'Union européenne n'est plus, nous le savons, une organisation internationale, internationale, entre les nations. Elle a dérivé en organisation fédérale, puis en véritable pouvoir centralisé bruxellois, enivré de sa propre existence, de sa puissance, de son omnipotence. Avec une volonté de normalisation, un mot qui revêt ici une charge émotionnelle particulière, vous l'avez rappelé, l'Union européenne s'envisage désormais de plus en plus comme un État unitaire centralisé. Sa devise initiale, unie dans la diversité, pourrait devenir aujourd'hui caporalisée dans l'uniformisation. Nous n'avons plus affaire à une volonté de coopération, mais une volonté d'asservissement, non plus à une organisation interétatique, mais à un véritable empire. Cette vision impériale s'appuie sur le concept juridique artificiel de souveraineté européenne, ce concept que M. Macron cherchera à promouvoir, notamment dans le cadre de sa présidence du Conseil européen. Disons-le, il ne peut y avoir de souveraineté s'il n'y a pas de peuple. Or, il n'existe pas un peuple européen, mais des peuples européens. En revanche, là où il y a empire, il y a impérialisme, c'est-à-dire une volonté hégémonique sans limite. Dans cette lutte immémoriale des empires contre les nations, nous avons fait le choix délibéré et souriant des peuples, de leur liberté et de leur identité. Nous croyons dans la force créatrice de la diversité des cultures et des peuples, nous croyons dans leur génie propre, nous croyons dans leur richesse irremplaçable pour eux-mêmes, pour l'Europe et pour le monde. Et dans ces conditions, comment admettre le fondement juridique de cette hégémonie qui réside dans la primauté du droit européen sur nos constitutions nationales ? Cette primauté du droit européen ne figure nullement dans le traité de Rome de 1957. Elle a été introduite subrepticement par de discrètes décisions de la Cour de justice des communautés européennes en 1964, puis en 1970. Et lorsque cette question fut soumise au peuple, et au peuple français en particulier, lors du référendum du 29 mai 2005, elle fut très clairement rejetée. Il faudra le traité de Lisbonne pour la voir revenir dissimulée au fin fond d'une déclaration habilement égarée dans une annexe. En fait, ce principe n'a pu être imposé au peuple que par des manœuvres dont on ne peut pas considérer qu'elles lui confèrent une quelconque onction démocratique et donc la moindre légitimité. Et puisque c'est l'actualité, les juridictions polonaises sont donc tout à fait fondées à affirmer le droit à l'identité constitutionnelle des nations, leur droit à fixer et faire respecter les règles fondatrices de leur pacte national, de leur pacte social et même de leur pacte sociétal. Et c'est bon pour l'ensemble des pays. Le droit européen ne peut s'exercer que dans les seules et strictes compétences que la nation a accepté de déléguer à l'Union européenne. Faut-il d'ailleurs rappeler les récentes décisions de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui en attestent également. Les menaces de sanctions et a fortiori d'exclusion, qui sont d'une rare violence à l'égard de la Hongrie ou de la Pologne, témoignent de l'enjeu du débat qui s'ouvre. L'hégémonie Union européenne sait bien qu'elle joue là son va-tout. Les nations savent que dans ce débat juridique, elles jouent leur existence. Consciente de cette importance, je me suis engagée, dès mon élection, à réformer la Constitution française par référendum pour acter le principe de sa supériorité. Cet acte démocratiquement incontestable mettra fin à ce débat pour la France. Cette procédure référendaire comprendra également le règlement complet de la question de l'immigration, ce fléau dont nos nations doivent impérativement se préserver.
Monsieur le Premier ministre, par votre culture historique et par votre expérience politique, vous avez fait le choix courageux de préserver votre beau pays de la submersion migratoire que veut organiser l'Union européenne. Lorsque je vois les effets désastreux de ces politiques sur mon pays, au niveau identitaire, financier ou territorial, je suis fondé à vous dire, amis hongrois, tenez bon. Mais je sais, Monsieur le Premier ministre, que vous n'êtes pas homme à céder. Et surtout pas lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de votre pays. Et je crois que le peuple hongrois soutient largement cette politique, comme l'avait d'ailleurs souligné le référendum de 2016. Le signal de lucidité et de courage que vous donnez à l'Europe et au monde est pour tous les patriotes de notre continent un fraternel et bienfaisant encouragement. Au moment où l'Union européenne s'apprête à usurper la compétence en matière migratoire avec le pacte pour l'asile et les migrations, à perpétrer un quasi-coup d'État juridique en s'emparant une nouvelle fois de pouvoirs que ne lui confère aucun traité, jamais l'unité des énergies nationales n'aura été si nécessaire. Pour le plus grand malheur de nos pays, ce pacte pour les migrations scellera dans toute l'Europe la sacralisation juridique des ONG, complices des trafics d'êtres humains, l'ouverture de nouvelles filières légales d'immigration, les relocalisations obligatoires de migrants, la mise sous contrôle de nos États par de prétendus experts, en réalité des militants immigrationnistes. Personne ne peut priver les nations européennes de continuer à décider qui entre chez elles, qui doit en sortir, qui peut y venir et qui peut s'y installer. Contrairement aux mondialistes, nous ne croyons pas que les hommes sont interchangeables et réduits à leur fonction de producteurs et de consommateurs. Nous croyons aux vertus de la transmission de notre patrimoine matériel et immatériel, tant au sein des familles qu'au cœur des nations. Comme vous, nous voulons choisir de régler la question démographique de notre pays, non par l'immigration, mais par la natalité. Et vous le savez d'ailleurs, j'aurai dans mon programme une mesure à destination des jeunes couples directement inspirée par votre politique. Voilà une illustration de la coopération européenne. Face aux institutions européennes qui mènent à chacune de nos nations une guerre avec des moyens colossaux, nous devons opposer une résistance unie à l'échelle continentale. Aucun pays d'Europe ne se sauvera seul. C'est pourquoi je me réjouis du rapprochement des forces nationales souverainistes au sein du Parlement européen. Elle préfigure un bouleversement des rapports de force au sein des institutions européennes, trop longtemps sclérosées. En Europe, elle constituera un appel au rassemblement et au sursaut. Dans le monde, elle signera le retour d'une Europe qui, loin de la repentance et de la mauvaise conscience, réaffirmera sa fierté et reprendra le contrôle de son destin. La déclaration commune de juillet, que vous avez eu l'amabilité, Monsieur le Premier ministre, de rappeler entre les mouvements libres d'Europe constitue donc un pas extraordinaire vers une grande alliance continentale des patriotes qui se concrétisera, je l'espère, par la constitution un jour d'un grand groupe parlementaire européen et j'en forme le vœu d'une force politique coordonnant l'action européenne de nos partis nationaux. Mais pas avec n'importe qui. C'est ainsi que nous avons préféré, je le rappelle, durant un an, en 2014, nous avons préféré renoncer à un groupe au Parlement européen plutôt que d'accepter un parti extrémiste et antisémite comme le Jobbik, qui semble d'ailleurs bénéficier aujourd'hui d'une bienveillance de la gauche et de l'Union européenne qui est, à nos yeux, totalement incompréhensible. Pour revenir à nos convergences, derrière ces convergences philosophiques qui sont les nôtres, derrière ces synergies politiques, derrière ces rapprochements partisans, c'est bien une révolution qui se profile à l'échelle de l'Europe avec l'émergence d'un contre-projet de coopération continentale qui pourrait prendre la forme d'une alliance européenne des nations. Contrairement à ce qu'essayent de croire nos adversaires, nous ne voulons pas du tout nous replier sur nous-mêmes et ignorer nos voisins. Nous voulons au contraire bâtir une alliance qui sera d'abord celle de la fierté des peuples européens, chacun sur son territoire, dans ses frontières, fort d'une unité interne qui l'ouvre au monde, qui sera l'alliance de tous ceux qui choisissent l'Europe pour y réaliser le destin de leur nation, y affirmer leur singularité continentale et la continuité d'un projet de civilisation, pour reprendre les mots de notre manifeste présenté à l'occasion des dernières élections européennes.
Les sujets de coopération, Monsieur le Premier ministre, ne manqueront pas, que ce soit pour promouvoir le juste échange contre la mondialisation dérégulée, pour défendre la diversité de nos cultures face à un multiculturalisme uniformisant, pour faire émerger des champions européens dans le cadre de la compétition mondiale, pour faire de l'Europe la première civilisation écologique du monde par la promotion du localisme face à une mondialisation sauvage qui abîme notre planète, et bien sûr, pour contrôler les mouvements de population afin d'éviter la submersion migratoire. En attendant, sachez que je prends l'engagement devant vous, si je suis élue présidente de la République française le 24 avril prochain, de vous apporter le soutien de la France et de son peuple pour réorienter une Union européenne dont la brutalité idéologique attente à l'idée même de souveraineté. Croyez que nous mesurons l'enjeu de cette élection qui ne concerne pas seulement la France mais aussi l'Europe. Nous avons conscience en effet qu'en agissant pour la liberté des peuples, nous ne sauverons pas seulement nos nations millénaires, mais également l'authentique idée européenne qui nous habite. Je vous remercie. Madame la Présidente, merci. Quelques questions. D'abord, la télévision hongroise. Je suis László Mészáros de la chaîne 1 publique. Je pose la question à M. Orbán. Quelles sont les réformes les plus importantes qui doivent se faire en Europe? De quoi nous avons besoin pour remédier aux problèmes évoqués? Tout d'abord, nous sommes dans une bonne situation. Ce n'est pas le hasard que tous les yeux sont dirigés vers la France. Nous sommes en train de discuter de l'avenir de l'Europe. C'est le président français qui a initié ce débat. Ce débat est en cours. C'est une très grande possibilité devant nous. Si nous ne permettons pas que les institutions européennes mettent ça juste dans une certaine ligne, mais si nous ouvrons ce débat, nous avons d'ailleurs organisé des consultations, conférences, beaucoup d'événements là-dessus. Si nous sommes ouverts dans ce débat, nous pouvons dire ce que nous pensons de l'avenir de l'Europe. Et si je comprends bien, l'actuel président français aimerait également qu'au début de l'année prochaine, on close ce débat. Donc, nous sommes dans une phase extrêmement intéressante, politiquement et spirituellement. Et au début de l'année prochaine, nous aurons les élections en France aussi. Et ça, c'est incroyable, parce que pendant la présidence française, on va pouvoir clore le débat sur l'avenir de l'Europe. Et noir sur blanc, on va pouvoir voir quelle est l'opinion des peuples sur l'avenir de l'Europe. Et quelles sont les opinions même divergentes. Les Hongrois, bien évidemment, ont une position. Le gouvernement hongrois a bien évidemment sa position. Depuis, nous avons des conférences et colloques en cours et le Parlement hongrois veut également adopter une décision, notamment pour statuer quelle est la position des députés hongrois dans ce débat. C'est ça, notre contribution dans ce débat. Je pense que ça ne va pas être une surprise si je vous dis que au centre de cela, ce sera la migration, la question migratoire, parce que c'est une plaie ouverte. L'intensité par laquelle les migrants arrivent aux frontières de l'Europe, ça change, mais la plaie est toujours ouverte, la question n'est pas réglée. Nous n'avons toujours pas de réponse. Que veut faire l'Europe avec la migration? En général, pas aujourd'hui ou demain. Quelle est la place de la migration? Est-ce qu'il y en a une place? Si oui, quoi? Il faut absolument mettre tout ça au clair. Aujourd'hui, j'ai appris, grâce à Mme Le Pen, que là aussi, Mme Le Pen aimerait avoir une image claire en amendant la Constitution, notamment pour qu'il y ait une position claire en matière migratoire. Il y a une position claire en matière migratoire en Hongrie. Nous disons que la migration, c'est quelque chose de mauvais et nous voulons nous défendre. Nous avons attendu ce qui se faisait en Allemagne. Nous n'étions pas irraisonnables ou impatients. Nous avons vu ce qui s'était passé en Allemagne. Les élections ont eu lieu.
Pour quelques années à venir, nous pouvons voir quel va être le gouvernement de l'Allemagne. Nous voyons d'ailleurs que le parti qui, encore sous la forme d'Helmut Kohl, nous a enviés au PPE, donc n'existe plus, quasi. Alors là, c'est un moment charnière pour émettre nos positions, pour avoir une nouvelle coopération entre les partis en Europe afin notamment de ne pas contourner la question migratoire, ne pas tourner autour de Pau, mais être clair et transparent. J'aimerais alors vous demander un peu de patience parce que ma position est connue en Hongrie. Mais je pense que ça va être pendant le premier trimestre de l'année prochaine que nous allons pouvoir, après un débat parlementaire, émettre notre déclaration officielle. Vous pouvez être sûr que la migration, la souveraineté, la liberté vont être au centre de cette position. Monsieur le Premier ministre, merci. Le Figaro. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour Madame Le Pen, Charles Sapin du Figaro. Une question pour Monsieur le Premier ministre. Est-ce que la façon dont est reçue aujourd'hui Madame Le Pen, cette conférence de presse commune, vos soutiens à la présidentielle française prochaine, serait-elle pour vous la meilleure partenaire alors que vous avez reçu un autre candidat à la présidentielle il y a un mois ? Je ne sais pas ce que c'est, quel est le sentiment d'être français, mais je sais ce que c'est d'être hongrois. Et si tu es hongrois, la première chose, c'est qu'il faut être respectueux. C'est ce qu'on nous enseigne dans la famille, à l'école. Et nous respectons le peuple français. Et nous ne pensons pas du tout que nous devrions prendre quelque position que ce soit concernant une décision qui ne regarde que le peuple français. Surtout s'il s'agit d'une question de personne. Moi, j'ai toute une autre optique pour aujourd'hui. Pour la Hongrie, c'est un honneur si des personnes de poids politique nous rendent visite. Les grandes idées françaises, nous les respectons. On nous les enseigne à l'école, ça fait partie de notre culture générale. Alors, si on a une invitée qui nous vient en France, c'est toujours avec le respect que nous allons accueillir. Et en plus, là, il s'agit encore de deux questions. Et la distance, en fait, entre Mme Le Pen et moi, c'est pas du tout cela. J'aimerais me rapprocher pour deux raisons, notamment. Un grand merci. Les Hongrois non simplement respectent cela, mais on n'oublie pas ceux et celles qui nous soutiennent. Les Hongrois, c'est des solitaires, vu son histoire et sa famille. Nous n'avons pas de parents en Europe et nous avons appris de ne pouvoir compter que sur nous-mêmes. Alors, chaque fois qu'on a un geste de soutien, un encouragement de la part d'un leader de notre pays, alors pour nous, c'est une très grande valeur historique. Et sans qu'on n'ait jamais parlé personnellement, elle nous a toujours soutenus. A toujours soutenu la souveraineté et la liberté hongroise. Et ce sont deux principes qui sont très importants pour nous. C'est pourquoi je dis merci personnellement. Et il y a une troisième chose. Clairement, nous sommes en train de créer quelque chose. Nous sommes en plein mouvement. Nous pensons que la politique européenne change, la scène politique change. Nous ne voulons pas subir cela, nous voulons jouer un rôle. Bien évidemment, les Hongrois ont un sens de réalité. Nous sommes 10 millions au total. Nous avons un PIB tel quel, une armée telle quelle et certains députés européens. Nous savons quelle est notre place. Nous savons que par rapport à ces indicateurs, le rôle de la France est bien différent. Cela ne veut pas dire qu'on ne se pense pas tout à fait égal, non, parce que c'est l'esprit qui donne la valeur à la nation. Mais en politique, il faut être réaliste. Donc nous savons quelle est notre place dans toute cette réorganisation. Les Hongrois ne pensent pas que nous allons pouvoir jouer un rôle de leader, non. Mais nous pensons que ce qui se passe actuellement en Europe,
ça ne représente pas la volonté des Européens. Les coalitions de partis créées au cours des 30-40 dernières années, eh bien, il n'y en a plus de bons fondements. Maintenant, c'est une nouvelle époque qui commence. Et moi, je cherche les partenaires avec qui nous pourrons coopérer dans cette nouvelle phase européenne. Et les partis qui nous ont soutenus, comme Mme Le Pen et son parti, eh bien, ce sont des potentiels, des alliés potentiels. On va voir comment on va en arriver à un résultat. Nous sommes juste au tout début de la coopération. Je ne pourrai jamais vous dire quel va être le résultat définitif, mais nous avons l'intention de coopérer. Et d'ailleurs, ce sont les Français à porter leur voix à qui bon leur semble. Merci. Télévision Hír. Alors, madame. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour Madame Le Pen, c'est la Bougriou pour TF1 LCI. On connaît votre proximité idéologique avec Viktor Orban sur les questions d'immigration, de souveraineté. Est-ce que concernant ces positions sociétales, je pense notamment à la loi dite anti-pédophilie qui en réalité est considérée par de nombreux observateurs comme étant plutôt une loi LGBT, est-ce que là aussi vous vous sentez proche de lui ou au contraire eh bien, vous prenez vos distances? Je rappelle que parce que quand je défends la souveraineté française, en réalité, je défends la souveraineté de chacune des nations en Europe. Ça veut dire que ce que je recherche et ce que nous avons contribué à construire, je crois, et que nous souhaitons élargir et renforcer, ce sont des alliances. Ça veut dire que je ne cherche pas des clones, je cherche des alliés. Et comme je suis fondamentalement attachée à la souveraineté de chacune des nations, il ne me viendrait pas à l'esprit de venir, comme le font trop souvent d'ailleurs certains journalistes, donner des leçons au peuple, quel qu'il soit, et en l'occurrence au peuple hongrois, sur les choix qui sont les leurs. Entendez-moi bien, je vous ai exprimé tout à l'heure ma lutte contre cette forme d'impérialisme et d'uniformisation qui veut que l'Union européenne souhaite effacer notre diversité pour nous imposer un modèle unique. Je ne lutte pas contre la mise en œuvre d'un modèle unique pour le remplacer par un modèle unique que j'imposerai aux autres nations. Vous comprenez? Donc, je pense que quand on est attaché à la liberté et attaché à la souveraineté, eh bien, on est attaché à la liberté de chacun des peuples de mettre en œuvre les lois avec lesquelles il a envie de vivre. Il est sûr que nous recherchons à travailler ensemble sur les sujets qui concernent les sujets communs au peuple européen. Et le premier de ces sujets, c'est l'immigration. Parce que les règles qui président au fonctionnement de l'Union européenne font que nous sommes les victimes des choix qui sont faits par tel ou tel pays de l'Union européenne. Si demain, ou comme hier, un pays veut ouvrir grand ses frontières à l'immigration, nous sommes et nous serons à nouveau les premières victimes de cette ouverture totale des frontières d'un seul pays à l'immigration en vertu de la disparition de nos frontières intérieures. Donc bien sûr que c'est là un sujet qui est un sujet sur lequel nous avons un travail en Europe en commun à mener. Merci beaucoup, l'AFP. Ha nem, akkor az Origo legyen szíves. Jó napot kívánok, Kovács András Origo. Bonjour, je suis András Kovács de la part de Origo. Quelles sont les propositions et des idées de solutions en ce qui concerne la contrainte des prix d'énergie qui flambent? Vous avez mentionné ce sujet tous les deux. Quelles seraient les solutions, les propositions à émettre devant la Commission, le Parlement en matière de cette question? Fontosnak tartom, hogy... Il est important
de me rejoindre à ce qui vient d'être dit par Madame Le Pen en ce qui concerne la question de souveraineté. Nous, les Hongrois, c'est toujours une grande question. Est-ce qu'un terme veut dire exactement la même chose en français ou en hongrois? Mais la conviction philosophique hongroise est qu'il n'y a pas de démos européen. Il y a un peuple, un démos hongrois, français, allemand, mais européen, non. Et si on n'en a pas, alors on ne veut pas exprimer la volonté du peuple au niveau européen, il faut l'exprimer au niveau des nations et dans une coopération et un cadre de coopération, on peut les exprimer. On peut même céder certaines compétences et les représenter communément. Mais on ne peut pas bâtir quelque chose sur de sable s'il n'y a pas de peuple européen. On ne peut pas prendre ça comme base de départ. Donc, c'est une dérive bruxelloise actuellement qui se fait. Et c'est vrai pour les prix de l'énergie. Là, les problèmes sont différents en France. Les problèmes sont différents en Hongrie. Par exemple, en Hongrie, qu'est-ce qui se passe? Les charges pour l'habitation, facture d'électricité de prix, eh bien en Hongrie, il n'y a pas eu d'augmentation. Pourquoi? Parce que notre système de régulation est différent du système français ou du système allemand. En ce qui concerne les habitations et les institutions publiques, nous avons un prix fixe. C'est un prix régulé. Donc, ce qu'une famille hongroise paye, eh bien, ce n'est pas influencé par la fluctuation du prix de l'électricité ou de gaz international. Donc c'est 2-3 fois moins cher l'électricité et le gaz en Hongrie qu'ailleurs. Ce qui est dur pour nous, c'est l'augmentation du prix du carburant. Il faudra bien évidemment faire quelques mesures nationales. Nous sommes en train de négocier avec la Commission européenne afin de savoir quelles seraient les règles compatibles. Mais j'aimerais souligner que la situation actuelle, c'est une chose. Il faut rendre la situation actuelle supportable. Mais l'avenir est bien pire. Donc notre tâche, et c'est ce que j'ai exprimé clairement, notre tâche, c'est de ne pas simplement s'occuper du présent, mais il faut que l'on s'occupe du demain. Et pour les petits pays, c'est particulièrement vrai, de l'après-demain. Et puis, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un paquet de régulations sur la table. Fit for 55, c'est un package dit préservation du climat qui va tout simplement réduire à néant toute la classe moyenne européenne. Non simplement en Hongrie, qui sont plus pauvres, mais même la classe moyenne française. Le projet est que les voitures et appartements utilisés par les Européens soient inclus dans le commerce de quotas. Quota, c'est une taxe. Ça veut dire augmentation de taxes. Et c'est la Commission européenne qui s'apprête à prendre des mesures, non pas à remédier à la situation actuelle, mais à l'aggraver. Nous devons alors tout faire pour l'en empêcher. La semaine passée, d'ailleurs, au cours de la réunion du Conseil européen, nous en avons discuté. Nous n'avons pas réussi à élaborer une position unique. En décembre, on va remettre la question sur la table. En décembre, on va devoir décider si on permet à M. Timmermans, à la Commission européenne, de mettre en place une réglementation qui détruira la classe moyenne hongroise ou française. C'est insupportable. En fait, il est insupportable de pouvoir supporter cela. Donc c'est impossible. Donc j'ai demandé l'aide de Madame Le Pen de bien vouloir nous soutenir dans notre combat de protection de la classe moyenne contre ces projets en matière énergétique.
Je ne sais pas si je peux encore avoir de nouveau la parole. Non, mon modérateur dit que non, c'est ma dernière chance. Alors, si vous me le permettez, ce que j'aimerais encore vous dire, c'est que, surtout pour nos amis venus de France, nous les Hongrois, nous ne pensons pas que nous devons toujours avoir raison, que nous pouvons en avoir toujours raison. Non, le peuple qui aimerait toujours avoir raison, ça ne connaît pas ni la démocratie ni la liberté. Mais une chose est sûre, c'est quand nous sommes attaqués et quand nous devons nous défendre, là nous devons dire que nous avons raison. Et la Hongrie est sous attaque. C'est pourquoi nous pensons que la vérité est aux côtés des Hongrois. Nous sommes attaqués en matière de migration. Les parents hongrois sont attaqués en ce qui concerne le droit relatif à leurs enfants. La souveraineté hongroise est attaquée. Nous avons le droit de se défendre. Et là, dans des situations pareilles, les Hongrois pensent que nous avons raison. J'ai demandé à Mme Le Pen de bien vouloir soutenir la raison des Hongrois. Merci beaucoup. Quelques mots sur l'énergie. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce qui a été dit sur les projets de la Commission qui vont aggraver la situation, effectivement, non seulement des classes moyennes, mais des classes modestes. Mais deux éléments supplémentaires. Vous savez qu'en France, j'ai réclamé que les carburants et que le gaz et l'électricité soient considérés comme des biens de première nécessité, c'est-à-dire soumis à une TVA à 5,5 plutôt qu'une TVA à 20%, pour une raison simple, c'est qu'en France, par exemple, sur le carburant, 60% du prix du litre à la pompe, ce sont des taxes. Ce qui veut dire que quand le carburant augmente, eh bien l'État s'engraisse. Voilà. Donc plus le carburant augmente, plus les Français sont étouffés, plus l'État gagne de l'argent. C'est évidemment tout à fait inadmissible dans les circonstances que l'on connaît. Deuxièmement, il y a une problématique qui est celle de l'Union européenne, dont vous savez qu'elle mène une guerre qui, au regard des critères qui sont les siens, qui sont des critères de CO2 notamment, mène une guerre incompréhensible à l'égard du nucléaire, puisqu'ils ont refusé la taxonomie sur le nucléaire. Or, c'est le nucléaire qui est, au moment où nous nous parlons, l'énergie qui produit le moins de CO2. Et donc, nous allons, nous également, continuer à lutter pour faire admettre que le nucléaire, au regard des critères de réchauffement climatique, ne doit pas être une énergie qui soit sanctionnée, mais au contraire, une énergie qui doit être encouragée. Elnök asszony, miniszterelnök úr, köszönöm szépen. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. C'est la fin de notre conférence de presse.